Il est 13 heures partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Cyril Ramaphosa a été élevé hier soir à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. C'était au cours du dîner offert en son honneur par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Le reportage d'Alexis Ouedraogo en tout début de journal. Ce vendredi 3 décembre est jour de célébration des personnes vivant avec un handicap. La journée rappelle la vulnérabilité de cette frange de la population et relève les acquis, mais également les efforts permanents des États pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans ce journal, vous entendrez le message du gouvernement. Lamine Diack, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, est mort cette nuit à Dakar au Sénégal. Toujours sous le coup d'un procès, il avait regagné son pays natal en mai dernier. Décédé de vieillesse, selon l'un de ses proches, Lamine Diack s'est éteint à son domicile familial aux côtés de son épouse et de ses petits-enfants. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est à Abidjan depuis le 1er décembre dernier dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Il a été reçu au palais de la présidence de la République où il a échangé avec le président Alassane Ouattara. C'était hier. Après le tête-à-tête, donc, 9 accords bilatéraux de coopération ont été signés. Viviane Aïma nous en donne les détails maintenant. Événement historique pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qu'est cette toute première visite d'État d'un président de la République d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. L'objectif d'une telle visite étant de renforcer la coopération économique, commerciale, sociale et culturelle entre les deux pays. On observe côté ivoirien qu'au cours des 11 ans actuels, la Côte d'Ivoire est en train de développer un partenariat approfondi avec les géants du continent africain, le Nigeria et aujourd'hui l'Afrique du Sud. En visite d'État en Côte d'Ivoire, le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa a été reçu ce jeudi 2 décembre au palais présidentiel par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Au menu de cette rencontre institutionnelle, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête, suivi de la signature en leur présence de 9 accords bilatéraux qui viennent sceller un partenariat approfondi entre leurs deux pays. Ces 9 accords bilatéraux portent sur la coopération en matière de défense, sur la coopération dans le domaine de l'agriculture, coopération dans le domaine des services aériens, coopération dans le domaine de la promotion de la jeunesse, coopération dans le domaine des technologies de l'information et des communications, coopération dans les domaines de l'énergie, des mines, de la géologie et des hydrocarbures, coopération dans le domaine de l'emploi, accord dans les domaines de l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres et mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Au terme de la signature des 9 accords bilatéraux, les deux chefs d'État se sont félicités de ce partenariat approfondi dont les bases viennent d'être plantées. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir d'être dans votre pays, votre beau pays. C'est ma première visite en Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous remercier pour l'hospitalité que vous avez montrée à moi et à ma délégation. Je crois que ça a été un accueil chaleureux. Je crois que nous venons de conclure un engagement historique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud à travers nos discussions. Les deux présidents de nos deux pays ont posé un pas historique parce que c'est la première visite d'État de notre pays ici après l'établissement des rapports diplomatiques il y a de cela longtemps. Cette visite d'État vise à renforcer les coopérations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en vue de créer une relation stratégique qui va donc engendrer des bénéfices et avantages mutuels. Nous avons également discuté des opportunités de renforcer nos coopérations pour faire avancer les objectifs de l'Union africaine dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement. Nous restons fermement attachés aux efforts en vue d'accroître et d'améliorer la paix en Afrique
Nous avons également discuté de la consolidation de la démocratie au niveau du continent, autour des principes de la Charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous avons donc loué les efforts du président ivoirien et de sa population pour avoir donc accéléré le processus de réconciliation nationale. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur les questions africaines internationales, sans oublier donc les efforts du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette toute première visite d'État d'un président sud-africain en Côte d'Ivoire, après la mémorable visite du président Nelson Mandela en novembre 1991. Je voudrais aussi me féliciter de l'exemplarité de la coopération qui existe entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Je voudrais profiter de votre présence en Côte d'Ivoire pour vous féliciter pour le leadership avec lequel vous conduisez votre pays, résolument engagé sur la voie du développement. Je salue les mesures efficaces que vous avez prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que pour votre engagement en faveur de la vaccination, que ce soit sa mise en disponibilité, que la fabrication sur le continent africain. Je voudrais enfin vous exprimer toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple sud-africain pour cette période difficile, marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron et l'incompréhension que nous avons notée sur certains pays. Monsieur le Président, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale. À cet égard, je me réjouis de la signature de 9 accords de coopération par les membres de nos gouvernements. Nous avons aussi évoqué les questions régionales et internationales. Je me félicite de la parfaite entente et convergence de vues de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud sur ces questions d'intérêt commun dans les instances internationales. Au 3e jour de sa visite d'État, le président sud-africain participera vendredi à un forum économique qui réunira les hommes d'affaires ivoiriens et sud-africains. Mais avant l'étape de ce vendredi, donc après le palais de la présidence de la République, Cyril Matamela Ramaphosa s'est rendu dans l'après-midi au district autonome d'Abidjan où le ministre-gouverneur Begremon Robert lui a remis officiellement les clés de la ville et le parchemin de citoyen d'honneur du district d'Abidjan. Le président de l'Afrique du Sud a été également fait chef traditionnel. Awa Touré nous fait revivre cette cérémonie en 4 minutes chrono. Une autre articulation de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise des clés de la ville et du parchemin du citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. Une cérémonie riche en couleurs pour honorer le chef de la nation arc-en-ciel à travers un aperçu du riche patrimoine culturel ivoirien. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begremon, s'est dit heureux d'accueillir le président d'un très beau et grand pays qui est un symbole de réussite avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président, fort de tous les acquis entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, vous êtes donc sur vos terres, vous êtes ici chez vous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, deviendra votre seconde patrie d'origine après l'Afrique du Sud. Vous serez ivoirien. Parce que, chef traditionnel, vous êtes dorénavant, Monsieur le Président, un des nôtres. Plus que hier,
Nous vous convions à considérer, durant toute votre vie, que les chefs traditionnels seront le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Désormais citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan, le président Cyril Ramaphosa a reçu des mains du ministre-gouverneur Begré Mambé les symboles de cette distinction, les clés de la ville et un parchemin. Le président Ramaphosa a par ailleurs été fait chef traditionnel dans la génération Doubo et la catégorie Djéou. Son nom de règne, Dousanwo, le guerrier intrépide. Après avoir signé le livre d'or du district autonome d'Abidjan, le président sud-africain s'est réjoui de tous les honneurs qui lui ont été faits. Je suis vraiment ému par cet honneur. Je crois que la cérémonie d'aujourd'hui est remplie d'émotions. Et je crois que les membres de ma délégation également sont touchés. Et c'est la première fois que je viens en terre ivoirienne. Et je crois que j'en ai rêvé. Et aujourd'hui, je suis à Abidjan parce que j'ai écouté et entendu beaucoup de belles histoires. Aujourd'hui, j'ai la mienne à raconter. Merci d'avoir fait de moi citoyen ivoirien et chef traditionnel. Et nous ferons en sorte que nos leaders traditionnels soient informés en Afrique du Sud, parce que nous avons également la Maison des Rois et chefs traditionnels. Et lorsque le président Alassane Ouattara visitera l'Afrique du Sud, nous ferons la même chose au président. Le président sud-africain a par ailleurs relevé que cette cérémonie majestueuse montre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont les mêmes traditions. Il a pris l'engagement de recevoir les chefs traditionnels qui sont désormais ses collègues en Afrique du Sud dans la pure tradition africaine. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est donc à Abidjan depuis le 1er décembre dernier dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Après deux premières journées bien remplies, le président Alassane Ouattara a offert un dîner hier soir à son illustre hôte, un dîner aux allures de fête, un dîner de gala qui s'est tenu à l'Hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Alexis Ouedraogo était sur place, mais uniquement pour le reportage. Vive l'Afrique du Sud, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-sud-africaine. Voilà. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Ce jeudi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire, les chefs d'État Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa célèbrent l'excellence des relations entre les deux pays. Cyril Ramaphosa n'a pas manqué de saluer la solidarité ivoirienne, le dynamisme de son économie et les efforts du président Alassane Ouattara en faveur de la réconciliation nationale. Ce n'est pas la première fois que nos deux pays expriment leur amitié. Nous travaillons ensemble à renforcer nos liens d'affaires. Nous avons été honorés de cette visite d'État dans votre pays et nous souhaiterons vous recevoir en Afrique du Sud très bientôt. L'occasion pour le président ivoirien de saluer le renforcement engagé de la coopération bilatérale. Alassane Ouattara exprime sa solidarité et celle du gouvernement à l'endroit du peuple sud-africain en cette période marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette visite pour vous réitérer toute mon admiration et mes vives félicitations pour votre leadership, ainsi que pour les remarquables performances économiques enregistrées par votre pays en dépit du contexte sanitaire difficile. Monsieur le Président et chers frères, la longue et solide amitié qui lie la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud depuis les années 60
a été officialisé le 21 mai 1992. Je voudrais donc exhorter le secteur privé sud-africain et ivoirien à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster nos échanges économiques et commerciaux. À cet égard, je salue la présence des opérateurs économiques sud-africains venus en grand nombre prendre part au Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, dont les résolutions très attendues s'inscrivent dans cette optique. Monsieur le Président, chers frères, je partage avec vous votre ambition et votre engagement en faveur d'une Afrique développée, prospère et en paix pour le bonheur de nos populations. Moment fort de la soirée, le président sud-africain est levé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien. MTN Côte d'Ivoire, vous connaissez certainement. C'est une entreprise de télécommunications qui a vu le jour en 2005 en Côte d'Ivoire avec le rachat par un groupe sud-africain de la licence de téléphonie mobile de l'Oteni Telecom. Le groupe est bien implanté, bien ancré dans les habitudes des populations, mais il veut encore plus renforcer sa position. Son premier responsable en a discuté longuement hier avec le ministre de l'économie numérique. Témoin de la séance de travail est Dangui et Andrea Kako. En marge de la visite d'État du président sud-africain en Côte d'Ivoire, le patron de l'entreprise de téléphonie mobile MTN, par ailleurs membre de sa délégation, a échangé avec le ministre de l'économie et des finances sur les grands enjeux du développement numérique en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans la perspective d'accompagner le développement numérique de l'Afrique. Nous voulons également soutenir les deux pays. Nous comptons sur eux pour rester avec nous, pour construire un partenariat à long terme et pour créer cette vraie économie digitale qui nous permettra de transformer de manière structurelle l'économie ivoirienne. Selon des spécialistes de la question, la Côte d'Ivoire a déjà enregistré plus de 37 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de 145%. Le chiffre d'affaires s'élève à plus de 1000 milliards de francs CFA. Reportage bref et clair signé Dangui du service économie et de la rédaction. Quand vivre devient un combat, chaque jour est une victoire évidente. À bas le coronavirus. Quel est le point de la situation Covid en Côte d'Ivoire ? Un mort de plus enregistré hier. Encore un mort en plus des 704 décès que le pays comptait déjà jusque-là. Dans la même journée d'hier jeudi, on a noté 17 nouvelles contaminations. 61 775, c'est le nombre total de personnes touchées par le SARS-CoV-2 depuis mars 2020. À l'heure où je vous parle, les cas actifs sont au nombre de 248 et vous pouvez toujours contacter le 143 ou le 101 pour toute information. Je demande instamment à tous les pays de mettre pleinement en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées, d'accroître l'accessibilité et de supprimer les obstacles juridiques, sociaux et économiques. Des mots prononcés par le secrétaire général des Nations Unies en ce vendredi où l'on célèbre la Journée mondiale des personnes handicapées, journée organisée tous les 3 décembre depuis 1992 afin de les soutenir. On écoute le message du gouvernement ivoirien. L'inclusion des personnes vivant avec handicap et leur participation effective au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'engagement pris par le gouvernement est réaffirmé à la faveur de la célébration de la journée consacrée à cette frange de la population. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, 453 453 personnes sont en situation de handicap. À ce jour, près de 687 enfants handicapés sensoriels répartis dans 13 localités ont pu avoir accès à l'école ordinaire. En matière d'emploi, il faut rappeler que, conformément à ses engagements internationaux, le gouvernement ivoirien a autorisé le recrutement de personnes handicapées à la fonction publique. Au titre de l'année 2021, ce sont 200 personnes
qui ont ainsi été recrutés. À ce jour, ce sont 1706 personnes en situation de handicap qui bénéficient d'un emploi décent et stable, leur permettant ainsi de retrouver toute leur dignité en tant qu'acteurs du développement de leur pays. Les personnes en situation de handicap ont été durement touchées par la crise sanitaire due à la COVID-19. Et même si le plan de riposte sanitaire contre la COVID-19 mis en place par le gouvernement leur a permis de bénéficier d'un appui en matériel de protection, de vivre et non-vivre, le ministre en charge de la protection sociale reconnaît que beaucoup reste à faire. Adaman Kamara invite les personnes vivant avec handicap à garder espoir. Les orientations du Programme national de développement 2021-2025, dénommé Côte d'Ivoire solidaire, tel qu'initié par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, constitue un réel espoir pour les personnes vulnérables en général et les personnes en situation de handicap en particulier. C'est tous ensemble, avec l'implication des uns et des autres, y compris la participation effective des personnes en situation de handicap elles-mêmes, que nous réussirons à relever tous les défis que nous impose l'évolution du monde et renforcer le rayonnement d'une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire. Les personnes en situation de handicap bénéficient d'une protection juridique. En leur faveur, une loi visant leur accès à l'emploi et garantissant le droit au reclassement professionnel des travailleurs devenus handicapés. En matière d'assistance sociale, un numéro vert, le 142 Allo Handicap, est ouvert pour signaler tout abus ou situation de détresse. Et vous n'avez pas besoin d'être handicapé pour être différent, car nous sommes tous différents. Tous différents, mais tous concernés et tous invités à la fête de Ebeb ou la fête du patriarche. C'est à Dabou, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan, et c'est prévu du 11 au 18 décembre prochain. Préparez-vous à faire le déplacement et quand vous y serez, vous comprendrez le mode de gouvernance démocratique en pays à Djoukro. Le président du comité d'organisation en a donné un avant-goût aux journalistes. Sephora Zegui a pris quelques notes. On va l'écouter. Du 11 au 18 décembre prochain, Nouvelle-Osrou, un village situé à 20 km de Dabou, va célébrer la fête de Ebeb. La fête d'Ebeb est une fête de passation de pouvoir qui organise donc l'organigramme ou le mode de fonctionnement du pouvoir en pays Adjoukrou. Cette fête consacre la prise du pouvoir en pays Adjoukrou. Elle investit comme détenteur du pouvoir exécutif et suprême pendant une période de 8 ans non renouvelable tous les individus membres d'une même classe d'âge. Tout Adjoukrou, garçon ou femme, appartient à ce qu'on appelle à une génération. Les générations sont au nombre de 7 dans le pays Adjoukrou. Et dans chaque génération, nous avons 3 classes d'âge. De façon générale, tous les postulants ont un âge qui varie entre 68 et 78 ans. Le pouvoir administratif est détenu actuellement par les Sétés et sera transmis aux Ndrouman. Par contre, le pouvoir politique et exécutif est détenu par les Mbroman, qui sera lui transmis aux Ningbesi. C'est la génération Ningbesi qui sont ceux qui ont 65 et 75 ans, qui vont prendre le pouvoir en pays Adjoukrou. La génération Ndrouman est donc une génération, cette génération qui a entre 42 et 52 ans actuellement, et qui, à travers la fête d'Ebeb, va donc avoir la gestion administrative et donc sont les organisateurs de cette cérémonie de la fête d'Ebeb en Nouvelle-Osrou. En initiant une conférence de presse, les organisateurs veulent inculquer les valeurs enseignées par l'Ebeb aux fils de Dabou, mais également aux Ivoiriens. Et parlant de prise de pouvoir, on va s'intéresser en cette mi-journée à la CEI, la Commission électorale indépendante qui vient de boucler un cycle électoral. Mars 2020, révision de la liste électorale. Fin octobre, c'était la présidentielle, suivie des sénatoriales partielles et des législatives en mars 2021. C'est l'heure donc pour l'institution de se poser et faire un point, un bilan de ses activités. Dans ce sujet donc que nous propose Sidonie Davila, vous entendrez les populations, la société civile et des responsables de partis politiques. Tous donnent leur point de vue au micro de notre reporter. 31 octobre 2021,
Présidentielle, une élection marquée par le boycott d'une partie de l'opposition. La CEI a rempli vraiment sa mission. Le bilan n'est pas positif, donc c'est un bilan à corriger. 6 mars 2021, les législatives verront la participation de la quasi-totalité des formations politiques. Différemment à la présidentielle où il y a eu des heures, des troubles dans les pays, les législatives se sont bien déroulées et les bilans sont quand même satisfaisants. 31 juillet 2021, une élection sénatoriale partielle est organisée en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs élus dans 5 régions. Il y a eu des efforts qui ont été effectués, mais c'est possible de faire mieux. Le cycle électoral des élections générales s'achève avec une note de satisfaction pour la Commission électorale indépendante, CEI. Ma plus grande satisfaction vient des deux côtés, aussi bien de la part de mes collaborateurs et collègues, et ensuite de la part de la population. Nous l'avons constaté à travers les élections législatives, où il n'y a pas eu de heurts majeurs. Ça veut dire que la population commence à intégrer l'élection comme étant le seul moyen pour désigner leurs représentants dans les activités politiques. En même temps, nos collaborateurs, ils se sont appliqués, ils ont fait de sorte à faire preuve d'impartialité dans l'exécution de leur mission, et ça, c'est l'une de mes satisfactions. CEI, société civile, partis politiques, tous à Yamoussoukro font le point. Le président de la CEI est un bon technocrate, il est un bon juriste, il défend bien. Lorsqu'il est sur les plateaux télé, il séduit, mais dans la pratique, malheureusement, on peut le dire ainsi, l'opposition a été vraiment mise à l'écart. Nous avons vu qu'il y a le PDCI, qui est mon parti, qui a eu même à porter plainte au niveau de la CEDEAO sur le fait que la composition de la CEI est à leur désavantage. À l'image de la feuille de route qui lui a été octroyée, on peut dire que bon, ils ont réussi leur pari, mais au regard des règles du jeu, nous disons que la commission électorale, le travail n'est pas satisfaisant. Et dans ces conditions, il était difficile de participer à ces élections. Donc nous n'avons pas pu participer à l'élection présidentielle. Les points de vue sur le bilan de l'institution divergent. Je suis très à l'aise pour avoir participé au dialogue politique. Et nous avons eu des points de convergence, de nombreux points de convergence, dont l'organisation des élections. Toutes les dispositions avaient été prises. Donc la commission électorale indépendante a été à la hauteur. S'il y a eu des troubles, ce n'est pas le fait de la commission électorale. Le président Bédi était candidat, mais volontairement il a refusé de compétir. Le président Afingessa était candidat. Il a volontairement refusé de compétir. Ce n'est pas la faute de la commission électorale indépendante. Vous avez vu qu'au sortir des élections législatives, le climat politique s'est apaisé de lui-même. Parce que tout le monde y est allé et tout le monde a vu sa valeur. Mais personne ne peut accuser la commission électorale dans ce qui s'est passé. Il y a eu présentation des gens des candidatures aux populations. Les populations ont réagi. Chacun a accepté les résultats, comme je le disais. Donc c'est un paramètre pour mesurer, n'est-ce pas, la fiabilité de cette commission électorale qui a conduit les derniers processus électoraux. La CEI, convaincue de ses forces, mais aussi de ses limites, annonce plusieurs autres mesures. Au niveau même de l'organisation pratique de la réception des candidatures, par exemple, nous avons souhaité que cela se fasse dans le délai requis et que les candidats, lorsqu'ils viennent, qu'ils viennent avec l'ensemble des pièces requises pour être reçus. Et pour relever le défi d'une CEI crédible et transparente, l'institution entend associer tous les acteurs privilégiés pour leur permettre d'exprimer leurs attentes. La liste électorale n'est pas actualisée tous les ans. Ce que nous attendons surtout, c'est un dialogue politique efficace. Elle est une commission nationale indépendante. Elle doit le demeurer et rester loin de la politique. Au niveau de la démographie, il faudrait qu'on essaie d'avoir un barème connu par tous. Si on dit à partir de 10 000 électeurs dans une circonscription, ça correspond à un député, il faudrait qu'on s'aligne dessus. Des partis significatifs qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ou encore qui ont des députés à l'Assemblée nationale et des représentations au niveau de la commission centrale de la CEI
et des organes décentralisés. Des défis électoraux qui seront certainement remis sur la table des discussions au cours du prochain cycle électoral. Un rendez-vous pour lequel la Commission électorale indépendante veut être un instrument de paix. Ayons donc à l'esprit notre engagement solidaire à toujours faire mieux pour renforcer la démocratie dans notre pays et mériter de la nation. Le prochain cycle démarre avec une révision de la liste électorale en 2022. La CEI fait son bilan, les Ivoiriens réagissent. Un grand reportage que nous ont proposé Sidonie Davila, Arnaud Kofi et Barnabé Conan. On l'a appris ce matin, le Sénégalais Lamine Diack est mort ce vendredi donc à l'âge de 88 ans à son domicile au Sénégal. Il a été le patron de l'athlétisme mondial de 1999 à 2015, condamné l'an dernier pour corruption. Lamine Diack avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et de 500 000 € d'amende, environ 330 millions de francs CFA pour corruption passive, pour le versement de pots de vin par des athlètes russes et pour le financement des campagnes sénégalaises par la Russie. Vous êtes sur la RTI. Alors restez-y, à demain, 13h.